Place au sport avec Lise Etia. Bonsoir Lise. Bonsoir Isa. Bonsoir Lise. Donc je le disais, vous nous présentez ce soir un ouvrage qui s'appelle Eugène Njoleha, trajectoire d'un homme en avance sur son temps. Pour nous en parler, nous recevons son co-auteur Jean-Célestin Edjangué. Bonsoir. Bonsoir Isa. Merci d'être avec nous. Lisa. Donc vous êtes sociologue, historien et l'un des coordinateurs de cet ouvrage avec la Maison des Camerounais de France, je précise. Qui était, pour présenter un peu le décor, qui était Eugène Njoleha? Alors, Eugène Njoleha était un Camerounais qui est arrivé en France en 1951. Lui, il est né en 1931. Ça veut dire qu'il est arrivé en France à l'âge de 20 ans. À un âge où, on imagine bien, très peu de jeunes Africains sortaient du continent pour aller dans un autre continent. Il arrive en France pour faire des études. Il a bénéficié d'une bourse d'études au Cameroun qui lui permet de venir poursuivre ses études en France. Il poursuit ses études et puis on se rend compte qu'en fait, il n'est pas que quelqu'un qui peut réfléchir et faire des choses intellectuelles. Il a aussi ses jambes. Il se retrouve du côté de Roanne. Alors justement, Oui. Jean-Célestin, parlons de sa carrière parce qu'il a connu deux grands clubs, Lyon et l'AS Saint-Étienne. Comment est-ce qu'il arrive à l'AS Saint-Étienne? Effectivement, il a connu de grands clubs. Il arrive à Saint-Étienne en 1954, toujours pour poursuivre ses études. Il entre à l'université, il finit son cursus universitaire, mais en même temps, avant d'entrer à l'université, il a fait un match de foot à Roanne, qui est dans la région de Saint-Étienne, comme tout le monde le sait. Et dans ce match de foot-là, l'équipe de Roanne gagne, me semble, par 12 buts à 1 ou à 3. Et dans les 12 buts, Eugène Njoleha en marque 11. On n'est pas surpris que les dirigeants de Saint-Étienne voient en lui quelqu'un qui peut beaucoup leur apporter, puisque l'équipe a des ambitions. C'est comme cela que, pas tout de suite, je crois 2-3 ans après, il est recruté par Saint-Étienne, surtout donc en 1954, dans cette équipe-là. Il forme un trio magique avec Keith Rivers, le Hollandais, qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, en 2024, et Mekloufi Rachid, qui lui aussi est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, pratiquement la même année d'ailleurs, en 2024, que Keith Rivers. Ils forment un trio magique. Njoleha est l'avant-centre. Les deux autres sont les deux ailiers qui l'entourent. Et ensemble, ils vont faire de Saint-Étienne probablement l'une des équipes les plus enviées de ce moment-là, parce qu'ils sont talentueux, ils sont virevoltants, ils enfilent, en tout cas, Njoleha, lui, il enfile des buts comme des perles, jusqu'à offrir à Saint-Étienne son premier sacre de champion de France en 1957. Alors je veux juste rappeler le palmarès de Eugène Njoleha en 8 saisons, 185 matchs disputés et il a inscrit 93 buts. Et sa carrière sportive, Lise, se termine en 1962, ce qui est étonnant dans son parcours, mais bon, ce qui était étonnant, c'est qu'il soit recruté pour le sport et, alors qu'il était venu pour faire ses études. Durant sa carrière de joueur, Eugène Njoleha n'abandonne pas ses études de droit, justement. Et comment il parvient, ça paraît inimaginable aujourd'hui pour un joueur de foot pro, comment il a réussi à concilier les deux? On a l'impression qu'il avait une intelligence un peu au-dessus de la moyenne, il faut le dire. Juste Fontaine, qui n'était pas n'importe qui, disait de lui que Njoleha avait une deneuve toutes les 30 secondes. C'est un de ses grands amis. En plus, oui. Et donc, il va pouvoir concilier les deux. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est venu d'abord pour le football, pour les études. Mais comme il est bon footballeur aussi, il va essayer de concilier les deux. Et il va parvenir, il va arriver à concilier ces deux passions, en quelque sorte. Puisque de Saint-Étienne, où il a fini son premier parcours de cursus, il va entamer notre cursus du côté de Lyon. Lyon qui était déjà à l'époque, je mets entre guillemets, l'ennemi de Saint-Étienne. Et ça n'a pas changé encore aujourd'hui. Et à Lyon, il va passer son doctorat en droit, qui lui permettra justement d'être un spécialiste de droit. Donc là, on est dans les années 60, début des années 60, à la fin de sa carrière. Donc, on a parlé de Juste Fontaine, l'international français si connu. Avec lui et un avocat, Jacques Bertrand, ils vont fonder ensemble l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, donc un des premiers syndicats qui défend les intérêts des joueurs. Alors, qu'est-ce que la création de ce syndicat a apporté et quel a été l'apport de Eugène Njoleha dans cette création? Réponse de Stéphane Saint-Raymond, le directeur de l'information et du digital de l'UNFP.
Eugène Enjolras, il n'avait pas vraiment besoin de créer un syndicat pour lui, parce que sa vie était tracée. Il serait certainement, comme il l'a d'ailleurs été, diplomate. Il aurait peut-être un rôle de ministre. Juste Fontaine, il était auréolé de ses 13 buts à la Coupe du Monde. Voilà, c'était des gens qui n'avaient pas vraiment besoin de créer ça, mais ils l'ont fait pour les autres. Jacques Bertrand, qui était juriste, avait quelques années auparavant essayé de bâtir déjà un syndicat, et il a trouvé en ces deux personnages-là la force et les moyens de bâtir un syndicat des joueurs, et leur lutte était à l'époque pour s'opposer à ce qu'ils appelaient tous le contrat léonin, c'est-à-dire qu'à cette époque, un joueur signait un contrat de travail avec un club à 18 ans jusqu'à ses 35 ans. Et là, il n'avait pas le droit de changer, il n'avait pas son mot à dire. On pouvait l'envoyer jouer dans un autre club, on pouvait baisser son salaire, le joueur n'avait rien à dire. Et c'est contre ce contrat qu'ils appelaient léonin et qui était effectivement léonin dans les 30 glorieuses françaises. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était les 30 glorieuses. Il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de choses en France. Et pourquoi les footballeurs étaient, eux, laissés à ce niveau d'esclavage, comme le dira quelques années plus tard Raymond Kopa. Ça, c'était quelque chose que ne pouvaient supporter ni Eugène Enjolras, ni Juste Fontaine, et ni Jacques Bertrand. Voilà, carrière donc de militant de Eugène Enjolras, mais juste après, il a été diplomate. Où est-ce qu'il a travaillé? Alors, Eugène Enjolras a été d'abord directeur de cabinet de Diallo Telly, le premier secrétaire général de ce qu'on appelait à l'époque l'OUA, qui est né donc le 25 mai 1963. Et c'est l'occasion aussi pour moi de faire un coucou un peu à nos amis guinéens, qui organisent d'ailleurs les 112 heures du livre de Conakry, les 23, 24 et 25 avril, comme chaque année maintenant depuis 17 ans. Quand il quitte donc Diallo Telly, il devient, on appelle ambassadeur. Il n'a pas véritablement ce titre-là, mais il joue ce rôle auprès de la Grande-Bretagne, pour le Cameroun bien sûr, ambassadeur du Cameroun, enfin représentant diplomatique on va dire, auprès de la Grande-Bretagne, auprès de l'Espagne aussi, et ça lui donne une autre stature encore. Il était déjà footballeur excellemment brillant, homme de droit, on l'a dit, avec la création de l'UNFP, dont Juste Fontaine et Maître Bertrand reconnaissent que l'idée est venue de Enjolras, il faut le dire. Et quand vous allez à l'UNFP, vous voyez bien, il y a un portrait de Eugène Enjolras qui est accroché. Les hommes aussi y étaient, donc vous avez dû le voir. Et donc c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies, et des vies plutôt bien remplies. Et malheureusement, il nous a quittés en 2006. L'année prochaine, ça va faire 20 ans qu'il est parti. C'est aussi dans ce cadre-là que se situe l'hommage que nous lui rendons à travers cet ouvrage. Alors, un des vœux de Eugène Enjolras, c'était de professionnaliser le football camerounais. Et ça a été un peu une réelle désillusion pour lui. Ça a été une désillusion parce que et le titre que nous avons donné à cet ouvrage parle tout seul, en fait. Il justifie très bien parce qu'il était en avance. Il était incompris, y compris dans son propre pays. Quand il a eu cette idée de professionnaliser le football en Afrique, parce que ce n'est pas seulement le Cameroun, c'est en Afrique, l'une des personnes qui l'a soutenu, l'encouragé, c'était le président Pompidou, qui avait vraiment à cœur que Enjolras réussisse ce projet-là. Malheureusement, il ne va pas le réussir. Il a essayé d'organiser un mini-tournoi de football professionnel qui n'a pas marché avec des équipes qui n'étaient pas encore professionnelles du Cameroun, mais des équipes professionnelles de France. Ça n'a pas marché. Et au sortir de là, il s'est senti un peu vraiment déçu parce qu'il pensait qu'il pouvait faire quelque chose. Malheureusement, non, il n'a pas pu le faire. Qui ne cache en rien son illustre carrière qu'on peut retrouver donc dans ce livre. Merci Jean-Célestin Ndjangué. Je vous rappelle donc le titre de l'ouvrage que vous avez coordonné avec Serge Ngwanga en collaboration avec la Maison des Camerounais en France. Eugène Enjolras, trajectoire d'un homme en avance sur son temps. Merci encore. Merci Liselor. Merci Reza. Merci beaucoup.